Bien, donc bonjour, salam alaikum. Très heureux d'être avec vous encore une fois au Maroc sur un thème qui est intéressant parce que cette maladie Erdheim-Chester, il y a une trentaine d'années, je me souviens très bien, on était au staff de la Pitié, à l'époque, professeur Godot, chef de service, et puis Jean-Charles Piette, Blétry, enfin tout le monde était là, et on discutait d'un dossier un peu compliqué clinique, et Bertrand Wexler, très grand médecin parmi les grands médecins, dit, mais je sais, j'ai lu un papier dans l'American Journal, ce patient, il a une maladie Erdheim-Chester. Autant vous dire qu'à l'époque, aucun des docteurs et professeurs autour de la table connaissait cette maladie. Quand je dis aucun, c'est aucun. Et donc on a appris à découvrir cette maladie, que je vais vous décrire en partie ce matin, et qui est une maladie pour interniste, parce que ça touche tous les organes, parce que c'est une maladie inflammatoire. En fait, c'est une prolifération tumorale, et on va comprendre pourquoi, tôt ou tard, on va en voir dans notre pratique quotidienne. Commençons par le commencement. Histiocytose, c'est une grande famille de maladies. La définition de base, c'est qu'il y a un infiltrat de cellules histiocytaires qui ont cet aspect un peu bizarre là, avec un noyau très réniforme, très gros dans la cellule, et puis un cytoplasme qu'on va dire spumeux, qui est très caractéristique. Et l'anapathe, généralement, quand vous lui demandez vraiment, il ne passe pas à côté de cet aspect d'histiocyte. En fait, histiocytose, il y a, je ne sais pas, 20 maladies dans l'histiocytose, au bas mot. Il y a celles qu'on appelle à cellules de Langerhans, ancienne histiocytose X, qui sont avec les deux marqueurs qui sont marqués, donc 68 négatif, mais CD1A positif. C'est ça leur marqueur de membrane. Et vous voyez les formes localisées et les formes tissulaires. Les formes localisées, on en voit de temps en temps, le granulome eosinophileux, on voit de temps en temps histiocytose pulmonaire aussi. Les formes tissulaires, c'est pour les pédiatres. C'est pas tellement pour nous, hein, c'est des maladies multifocales, volontiers sévères ou très sévères, mais plus pour les pédiatres, et je ne parlerai pas des formes malignes qui sont encore autre chose. Et puis après, il y a l'autre grand groupe, qu'on appelle histiocytose non langerhansienne, donc parce qu'il n'y a pas le CD1, donc le marqueur CD1 est négatif, puis on verra qu'il y a d'autres marqueurs, et là, la liste est très longue, parce qu'il y a les formes qui sont d'origine exogène, il y a des formes post-infectieuses, il y a les formes des hémophagocytoses, et puis, à la fin de l'histoire, il y a les formes dites sporadiques, et dans ces formes sporadiques, il y a l'Erdheim-Chester. Donc vous voyez, on part d'une famille très large, Langerhans, pas Langerhans, et quand pas Langerhans, au bout du bout, vous avez Erdheim-Chester. Alors c'est quoi Erdheim-Chester? Ils se sont mis à deux pour décrire une maladie qui est une histiocytose, non langerhansienne, donc amas d'histiocytes CD1 négatif, mais c'est une prolifération tumorale clonale, néoplasique, qui touche essentiellement l'adulte, et qui est quand même rare, puisqu'il y a moins de 500 ou 600 cas publiés à ce jour dans la littérature. S'il y a une chose à retenir, mais il n'y a pas qu'une chose, autrement je ne serais pas là, il n'y a pas qu'une chose, mais la caractéristique du Erdheim-Chester, c'est l'atteinte osseuse bilatérale et symétrique des os longs. L'atteinte osseuse bilatérale et symétrique des os longs, c'est ça qui fait la caractéristique de cette maladie. Et vous voyez, donc les histiocytes qui sont en amas dans ces différents organes, notamment les os, sont spumeux, ils ont les marqueurs que je vous ai décrits, et retenez ça dès maintenant, ils ont des mutations activatrices dans deux voies, la voie MAP kinase et la voie ERK, et la plus fréquente de ces mutations s'appelle BRAF V600E. Donc, cellule clonale avec des mutations particulières, et donc on aurait une vraie maladie qui serait plus pour Madame Tazi sur l'hématologie que pour les internistes quelque part. C'est une maladie de prolifération clonale avec des mutations somatiques. Donc voilà encore une fois l'aspect très particulier de ces histiocytes spumeux. Et puis maintenant des photos, parce que c'est ça le plus important finalement de l'exposé, c'est les photos. Donc vous voyez, alors attendez, maintenant j'ai un truc super maintenant, où j'ai un pointeur que je mets sur, voilà, c'est beau ça, regardez ça, c'est beau, on va pouvoir jouer avec ça maintenant. Et donc voilà, l'aspect extrêmement dense comme ça des os longs, ça c'est caractéristique, pas que de Erdheim-Chester, hein, mais de Erdheim-Chester. L'autre qui est particulier, c'est ce qu'on appelle la position périostée. Pardon, mais je n'aime pas ce truc-là finalement. Donc, je reviens. Donc, la densité, l'hyperdensité des os longs, en radio standard, les appositions périostées avec cette espèce d'aspect de dédoublement du périoste, et puis surtout celle-là. C'est-à-dire quand vous avez une scintigraphie osseuse comme ça, l'affaire est entendue. Hein. Moi, je ne connais pas d'autre diagnostic en médecine que l'Erdheim quand vous avez cette hyperfixation très symétrique bilatérale des os longs, en l'occurrence des membres inférieurs. Ça peut se voir aussi aux membres supérieurs,
On le voit un petit peu là sur les humérus, c'est moins net, mais en bas, c'est tellement évident. Et on va retrouver ça aussi sur les PET scanners maintenant. Même combat, quand vous faites un PET scanner pour une autre raison, et que vous avez une hyperdensité sur un des os longs, dites-vous, oulala, je l'ai entendu, c'est du RDAIM. Donc il n'y a pas que les os longs comme manifestation, et la seconde grande manifestation, c'est ça. C'est en fait un infiltrat périorbitaire, vous voyez bien à droite sur le scanner là, en coupe horizontale, qui va être à la fois latéro-orbitaire et rétro-orbitaire, qui va donner une exophthalmie par pression mécanique. Et le troisième élément à retenir pour le début, en tout cas, pour l'apéritif, c'est l'exanthelasma. Donc cet aspect de dépôt graisseux ou pseudo-graisseux, en l'occurrence ici, autour des paupières. Donc hyperdensité des os longs, l'exanthelasma et l'hypertrophie orbitaire, l'affaire est entendue. Alors je vous ai dit, c'est ça c'est les nouveautés des années 90-2000, on va dire comme ça, à peu près. C'est le fait que de très nombreuses, peu importe les chiffres là, de très nombreuses altérations moléculaires ont été décrites au cours de cette maladie. Et toutes tournent autour de cette voie MAP-ERK, ce qui va avoir des conséquences très importantes pour la fin de l'exposé sur les stratégies thérapeutiques. Donc retenez pour l'instant altérations moléculaires et qui permettent la survie de cette prolifération des cellules tumorales histiocytaires. Et donc c'est ça qu'on va essayer de bloquer plus tard dans la stratégie thérapeutique. Donc voilà la photo totale, la photo complète du RDAIM. À gauche, l'atteinte aortique, on va en dire un mot plus précis dans quelques minutes. Vous avez en D la fameuse hyperdensité des os longs, à droite l'exanthelasma, et puis en haut à droite, vous avez l'engainement des reins par ce tissu inflammatoire histiocytaire, et on va appeler ça les reins chevelus, parce qu'il y a une espèce de gang, d'engainement des reins, qui est très particulier aussi, très caractéristique de cette maladie. Et puis il y a l'atteinte neurologique centrale éventuellement, enfin donc tous les organes peuvent être touchés, et voilà, dans une revue assez récente là, de 2020, les manifestations, donc comme je vous dis en commençant, c'est vraiment une maladie pour interniste, c'est pour interniste. L'os, le rein, le poumon, le diabète insipide, le système nerveux central, enfin n'en jetez plus quoi. Tout peut être touché, et vous avez en regard de tout ça les fréquences relatives. Donc les os, c'est pratiquement tout le monde, le rein, c'est 2/3 des patients, comme l'atteinte périaortique, donc c'est pour ça qu'on va en parler, puis l'atteinte pulmonaire, le diabète insipide par un infiltrat de la tige hypothytaire, et puis la peau, et puis l'exanthelasma qui vont intéresser Dr Barrett aussi. Donc voilà, donc vraiment une maladie très systémique. De façon intéressante, il a été décrit il y a très peu de temps qu'il y avait 2 formes phénotypiques du RDAIM-Chester. Sous-entendu, des formes qui sont caractéristiques avec l'atteinte des os longs plus l'exophthalmie et l'exanthelasma, et puis celles qui n'ont pas ce triptyque particulier. Et au-delà de la description comme ça, donc les non-classiques, eux ils ont appelé ça non-classical phenotypes, les non-classical, c'est ceux qui n'ont pas l'atteinte osseuse. Donc on a dit que c'est une minorité, mais ce qui est intéressant, c'est quand ils ont fait des corrélations entre la forme clinique et les mutations clonales somatiques que je vous ai décrites. Vous voyez à droite, les formes non classiques, celles qui n'ont pas l'atteinte osseuse, n'ont pas du tout les mêmes mutations, ont très peu la forme BRAF mutée, sont plutôt BRAF négatifs. Ils peuvent avoir d'autres mutations, mais qui ne sont pas BRAF. Donc comme s'il y avait une corrélation, on va dire, génotypo-clinique, en fonction de la mutation clonale, le phénotype serait un petit peu différent, donc c'est très intéressant. Si on se recentre maintenant sur le titre de l'exposé, qui est l'atteinte vasculaire, cardiovasculaire et vasculaire en particulier, ce sont les formes qui ont le plus souvent l'exophthalmie, l'atteinte neurologique et l'exanthelasma, qui font ces atteintes vasculaires. Vous voyez dans cette série française de l'équipe de Julien Roche à la Pitié, en gros 60% des patients avaient une atteinte aortique, ou plutôt une atteinte périaortique. Donc c'est une atteinte extrêmement fréquente de ce RDAIM-Chester. Alors voilà à quoi ça ressemble, des images. Donc vous voyez cet engainement ici de la crosse de l'aorte, qui est quand même très particulier. Et de moment, je finirai l'exposé comme ça, il n'y a pas beaucoup de maladies qui donnent ça en médecine tous les jours. Et encore moins comme ça. Parce que là, vous avez un engaiement qui part pratiquement de la crosse et qui descend sur l'aorte thoracique et qui descend sur l'aorte abdominale, qui est extrêmement épais puisqu'il fait pratiquement la taille de l'aorte.
Et donc c'est également pseudo-tumoral, mais pas pseudo. En fait, il est tumoral, histiocytaire, clonal. Donc c'est ça l'Adams-Chester. Donc là, en vue horizontale, le même engainement de l'aorte, vous aurez remarqué que la taille de l'aorte est normale, la paroi de l'aorte ne paraît pas pathologique, on n'a pas d'anfractuosité, donc ce n'est pas de l'athérome, on n'a pas d'épaississement ou de flash sur la paroi de l'aorte, donc ce n'est pas vraiment une aortite au sens aortite inflammatoire, c'est vraiment un engainement de cette aorte, en l'occurrence ici abdominale. Et vous aurez déjà commencé à remarquer, au passage, avec vos yeux d'interniste, que le rein gauche n'est pas du tout normal, et on voit déjà l'engainement notamment à la face postérieure du rein gauche, qui est tout à fait pathologique, et qui est déjà caractéristique. Donc voilà, avec un scanner encore plus joli en termes de démonstration, l'engainement de l'aorte qui pourrait ressembler à une fibrose rétropéritonéale, objectivement, mais ça n'en est pas, parce que dans la fibrose rétropéritonéale, vous n'avez pas l'atteinte des fameux reins chevelus, avec l'engainement à la bilatérale des deux reins, tout à fait particulier à cette maladie. Et après, ne me demandez pas dans les questions qui tuent, pourquoi l'engainement est au niveau des reins, et pas du foie, et pas du cœur. Encore du cœur, ça peut se voir. Donc la même image en vue frontale, avec un certain engaiement très particulier. Donc ici, pas beaucoup sur l'aorte abdominale sous-rénale, un petit peu quand même, l'épaississement, mais surtout l'engaiement des deux reins caricaturales. Alors il n'y a pas que l'aorte qui peut être touchée par l'engainement. Vous voyez ici, pareil dans la série de la pitié de Julien Haroche et Fleur Cohen, la répartition des atteintes des collatérales aortiques. Vous voyez, c'est surtout, donc en rouge c'est l'atteinte oui, en bleu, en vert c'est non. Donc c'est surtout les membres supérieurs, donc sous-clavière et artère des membres supérieurs. Bon, l'aorte, on l'a déjà dit, les carotides primitives et les rénales. Beaucoup moins les artères coronaires du cœur ou les atteintes digestives dans cette répartition. Mais quand même, retenez que c'est l'aorte et les gros troncs qui partent de l'aorte. Et voilà ici une image en coupe sagittale latérale de l'aorte qui est engainée et aussi des artères à destinée digestive. Vous voyez l'engainement qui prend la mésentérique inférieure, le tronc cœliaque. Et donc là aussi, on imagine que le patient va être très symptomatique avec cette atteinte. Pareil, une autre image d'atteinte des artères rénales. Et ici, une image des atteintes des artères coronaires. Donc vous imaginez la gravité de cette atteinte. Donc là, on a à gauche la coronaire droite, à droite la circonflexe et au milieu l'IVA, avec des engainements de ces différentes artères sur ces très belles images qui viennent aussi de notre équipe. Donc je reviens à mes altérations moléculaires, avec cette voie dite de tyrosine kinase. Vous voyez donc en haut, on a ce récepteur, la tyrosine kinase, et puis après les voies de signalisation intracellulaires, et puis qui vont stimuler ou non la prolifération cellulaire. Vous voyez qu'à chaque niveau d'interaction de cette voie qui est pathologique dans le cas qui est le plus souvent pathologique dans le cadre des Erdheim-Chester, on va pouvoir bloquer telle ou telle voie. Ce qui m'amène à, en quelques slides, pour ne pas être trop long dans l'exposé, vous expliquer ce que sont les traitements de cette maladie. Donc le traitement de la maladie, un traitement symptomatique. Effectivement, quand vous avez l'engainement des urtères, il vaut mieux aller vite sur les sondes JJ pour éviter l'évaluation rénale aiguë. Vous pouvez faire l'angioplastie des artères rénales, ça marche, même les stentés s'il le faut. Le truc un peu original, c'est que dans cette maladie qui est inflammatoire, tumorale, clonale, les corticoïdes sont assez peu efficaces. Et donc quelque part, c'est presque un élément diagnostique, quand ça ne marche pas, que ça ne fond pas très vite, eh bien, ça peut ressembler aussi à ça. En fait, le traitement moderne du Erdheim, c'est un traitement guidé sur les altérations moléculaires. Comme on sait qu'il y a des mutations sur la voie MAP kinase et ERK, eh bien, on va agir aux différents niveaux de ces deux voies, donc soit par les BRAF inhibiteurs, vemurafenib, dabrafenib, soit par les MEK inhibiteurs, cobométinib ou tramétinib. Donc c'est ça le traitement actuel de ces patients pour ceux qui sont mutés. Parce que comme tout le monde n'est pas muté, on a à peu près 60% des patients qui ont des mutations, soit BRAF, soit d'autres mutations. Donc pour cela, on fait un traitement ciblé. Pour les autres, pas si facile. Et donc c'est là qu'on va peut-être encore utiliser les immunosuppresseurs dits conventionnels, avec des premières lignes de traitement qui sont très anciennes, mais qui sont quand même assez efficaces, interféron alpha, notamment PEG interféron alpha, voire cladribine ou l'anakinra. Et alors en deuxième ligne, c'est tout le reste, quoi. Donc le sirolimus, l'imatinib, l'infliximab, le toci même a été décrit dans quelques case reports. Mais bon, donc soit on a des mutations traitement ciblé,
soit on n'a pas de mutation, traitement conventionnel. Le pronostic est très corrélé au fait qu'il y ait ou pas de mutation, parce que quand il y a une mutation, les traitements qui bloquent, enfin qui recréent un environnement favorable, sont très efficaces. Les patients peuvent être en rémission pendant très longtemps. Les traitements conventionnels sont au début efficaces, puis après les patients échappent, et donc on passe à la deuxième ligne, à la troisième ligne, et là c'est un peu plus tendu en termes de pronostic. Pour finir, je voulais voir avec vous aussi, tant qu'on était dans les aortites et les réactions péri-aortiques, quel diagnostic différentiel nous posent ces patients au quotidien. Et je vous disais tout à l'heure, aortite et péri-aortite, il y a beaucoup de maladies, mais en fait il n'y en a pas tant que ça, et c'est toutes des maladies pour internistes. Donc autant les connaître, autant se poser les bonnes questions à chaque fois. Donc vous avez quoi? Vous avez le TACA, IgG4, polychondrite, la fibrose rétropénale, les anévrismes aortiques avec la gangue inflammatoire réactionnelle, et puis le B7. Ça, c'est pour les majeurs. Et puis après, vous avez toute la médecine interne. Donc effectivement, il y a un cas par site, Kawasaki, un cas de lupus, un cas de je ne sais quoi. Donc oublions les divers, et regardons ce que ça donne pour nous dans la vraie vie, les 4 ou 5 importantes qui sont les diagnostics différentiels du Erdheim, ou dans les deux sens d'ailleurs, et pour vous donner les difficultés éventuelles. Cette photo est pas mal parce que ça résume bien notre discussion au quotidien. Vous avez à gauche l'aorte normale. Donc il y a deux choses importantes dans l'aorte normale en imagerie. C'est que normalement, la paroi de l'aorte est pratiquement pas visible sur une aorte normale. Vous voyez à gauche là, le scanner, la partie basse de la photo, la paroi est très fine. Les radiologues estiment qu'il faut qu'elle fasse moins de 5 mm d'épaisseur. Plus que 5 mm, c'est pathologique. Donc, petit 1, la paroi est normale, elle n'est pas épaisse, donc elle est à moins de 5 mm. Petit 2, cette paroi est régulière. C'est un rond, quoi, c'est un cercle, c'est comme un anneau. À la différence de l'aorte athéromateuse, qui est quand même ce qui nous préoccupe le plus souvent en nombre de patients, où là vous avez non seulement une paroi qui est un peu épaissie, elle fait un peu plus que 5 mm, n'oubliez pas que l'athérome c'est une maladie inflammatoire de la paroi, donc la paroi est épaissie, mais aussi il y a un caractère anfractueux qui est lié aux plaques d'athérome, qui rendent irrégulière cette paroi et qui donne cet aspect anfractueux. Et puis vous avez à droite, encore une fois de façon un peu caricaturale, mais c'est des vrais scanners en bas, on ne les a pas inventés, l'aortite inflammatoire, qu'on va voir dans certaines maladies, où là on n'a que l'épaississement, 5, 8, 10 mm de la paroi de l'aorte, et à l'intérieur, le diamètre de l'aorte est parfaitement régulier, il n'y a pas d'anfractuosité, et donc c'est pas de l'athérome. Donc là, c'est tout beau, tout joli, parce que c'est pour faire l'exposé. Maintenant, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent entre le milieu et la droite. Il y a quelqu'un qui va faire un Takayasu, s'il a 25 ans, très bien, il n'y aura pas d'athérome, mais si on voit le Takayasu un peu tard, à 40 ou à 45 ans, il y aura quelques plaques calcifiées, et on va être avec des images qui combinent un épaississement de la paroi, 8-10 mm, plus un peu d'anfractuosité. Et là, il faut être des bons docteurs pour dire, mais non, je crois que c'est plutôt ça, sur les autres arguments de la maladie. C'est ce que je vais vous montrer à l'instant, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Je vous rappelle, un Takayasu, c'est donc une panartérite, avec une atteinte qui touche essentiellement l'adventice et la paroi externe de la média, et ça donne à la fois des anévrismes et des sténoses. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les docteurs, parce que vous voyez, l'aspect typique, il y a cet engainement périaortique dans le Takayasu, bien sûr qu'il y a, mais en dessous, il y a souvent des sténoses. Dans l'Erdheim, il n'y a pas de sténose. Il y a la thrombose éventuellement, il n'y aura pas de sténose. Donc on peut s'en sortir comme ça. Dans l'IgG4, je pense que c'est peut-être la maladie la plus proche en termes d'imagerie du Erdheim. Parce que vous voyez là, ici, à la partie postérieure du scanner, l'épaississement périaortique. Alors il n'est pas très régulier, mais demain ce serait un Erdheim, puis ce serait la même chose. Hein. Je ne peux pas savoir uniquement sur l'aspect morphologique si c'est du Erdheim ou IgG4. Impossible. Si je n'ai pas la scintigraphie pour le zoolon, si je n'ai pas le dosage IgG4. En l'occurrence, c'était une jeune patiente là, de David Sadoun qui avait fait un syndrome coronaire aigu, angioplastie, on voit encore le stent, la coronaire avec le petit trait blanc au milieu de la diapo, et puis une image postérieure qui n'avait pas forcément été vue par les cardiologues au début, autour de l'aorte, qu'on a vue dans un deuxième temps, qui était hyperfixante au TEP, et là on a biopsié cette image, et donc il ne faut pas hésiter à biopsier ces images quand il y a un doute diagnostique, même si nos amis radiologues sont toujours frileux parce qu'ils vont raser l'aorte. Et vous imaginez, il ne faut pas se tromper parce que si vous rasez de trop près, ça peut mal se passer. Mais il n'empêche que quand on ne sait pas, il faut mieux avoir une histologie. Et donc cette histologie était positive
alors même que le taux d'IgG4 était normal dans le sang, avec une bonne évolution comme le IgG4 sous corticoïde. Troisième diagnostic différentiel, c'est la polychondrite atrophiante. Donc l'atteinte l'ectasie de l'aorte initiale dans la polychondrite, c'est 5 à 10% des cas en fonction des séries. C'est souvent des polychondrites plutôt tardives, enfin des gens qui ont évolué pendant longtemps, donc ce n'est pas au début de la maladie, même si ça peut être révélateur quand le diagnostic n'a pas été fait. Bon, le risque, c'est la rupture, d'accord, mais c'est ça les images en fait que je voulais vous montrer. Vous voyez, donc c'est vraiment sur l'aorte initiale, l'aorte ascendante, une grosse ectasie, et non seulement l'aorte, mais même la crosse de l'aorte, pratiquement jusqu'au TABC, qui est distendue, élargie. Vous voyez ici sur notre image, un anévrisme sur l'image de gauche, et puis qui a été traité par voie endovasculaire sur l'image de droite, toujours dans le cas d'un anévrisme de l'aorte finalement, de la crosse et de l'aorte thoracique, dans une polychondrite. Donc oui, c'est un diagnostic différentiel, mais vous voyez, là on n'est plus sur une maladie anévrismale, il n'y a pas beaucoup d'atteintes périaortiques, donc c'est plutôt un diagnostic pour l'aortite que l'engaînement périaortique. Bon, les critères, d'accord. Voilà, je pense que c'est ça ce qui est plus dur dans la vraie vie de tous les jours. Voilà, ça c'est dur. Parce que, ce que je vous disais, c'est à gauche, vous avez une aorte non anévrismale, donc vous voyez le milieu là qui est rempli par le produit de contraste de l'aorte. L'aorte est bien régulière, elle n'est pas dilatée, et vous avez cette gangue périaortique. En l'occurrence, c'était une fibrose rétropériténéale. Mais si demain vous me dites, j'ai fait une biopsie, bien j'ai fait une scintigraphie des olons, et en fait c'était un Erdheim, ça ne choquera pas, quoi. L'aspect n'est pas très différent. À droite, vous avez en fait ce qui est typiquement un IgG4 là, qui est une réaction inflammatoire de type anévrisme distendu, c'est-à-dire qu'en fait c'est une patiente qui a un anévrisme de l'aorte, alors même qu'il n'y a pas beaucoup de calcification, anévrisme, et réaction inflammatoire périaortique. Le piège pour les docteurs, c'est que dans la partie droite, quand la maladie est active, ça peut fixer au PET. Et donc, si on pense qu'en faisant un PET scanner, on fera la part entre une maladie primitivement extra-aortique versus une réaction inflammatoire périaortique, ben on se trompe. Et donc, c'est juste un marqueur d'activité inflammatoire, le PET. Voilà, c'est tout. Et donc, voilà, donc après, il faut revoir le reste de l'aorte, voir s'il n'y a pas d'autres atteintes de calcification, des thromboses, des distensions, pour revenir à l'atteinte éventuellement athéromateuse de la maladie. Et pour finir, le petit message pour interniste toujours, n'oubliez pas les pièges infectieux, parce que là, c'est une image d'aortite tuberculeuse. Alors à gauche, vous avez une sténose irrégulière, bon, très bien. À droite, ce qui nous aide, c'est qu'il y a une atteinte vertébrale, donc effectivement, c'est plus simple quand il y a une aortite plus une atteinte vertébrale, mais attention, notamment dans les pays de forte endémie tuberculeuse, de ne pas se faire piéger, vu les traitements qu'on va donner à nos patients pour ces maladies. Voilà, pour vous conclure cette petite overview, histiocytose, donc Erdheim-Chester, histiocytose non longueur ancienne, tumorale, clonale, rare, de l'adulte. 2, des histiocytes un peu spéciaux, des marqueurs de membrane un peu spéciaux, surtout CD1 négatif, PS100 négatif, et des mutations somatiques qui font le diagnostic. La caractéristique, l'atteinte osseuse bilatérale des olons, symétrique, PET scanner ou scintigraphie osseuse, ça vous sort de l'affaire. Et puis plein d'atteintes extra-osseuses, et notamment cardiaques et vasculaires, avec cette atteinte que je ne dirais pas aortite, mais d'engainement périaortique, tumoral, et des stratégies thérapeutiques basées sur maintenant les altérations moléculaires. Merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. Donc je pense qu'on va passer à la discussion. Donc la parole est à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, c'est Reblé. Merci Patrice pour cette excellente présentation. C'est vrai que c'est une maladie qui est rare. Nous, on a eu l'occasion de faire le diagnostic dans certaines situations. Moi, j'ai une question précise. À défaut des TINIB ou des JAKI inhibiteurs, si vous devez traiter cette maladie sans moyens, parce que souvent on n'a pas de moyens, et vous dites bien que la corticothérapie ne donne pas de très bons résultats, est-ce que vous avez un immunosuppresseur particulier qui peut faire l'affaire? Non, la réponse est non. Je vais remonter à la liste, mais je remonte à la liste. En fait, dans la liste, avant qu'on ait découvert, comme les chercheurs aient trouvé l'altération moléculaire, ça a quand même duré une quinzaine d'années, on s'est rendu compte de la cortico-résistance de ces malades
donc non-sensibilité, et ce qu'on donnait à l'époque, c'est l'interféron. L'interféron marche plutôt bien, en tout cas au départ. Notre problème, c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, les patients échappent à l'interféron, et à ce moment-là, on donne un des immunosuppresseurs que je vous ai mis ici, classique, mais en fait, il n'y a pas de, une molécule plus que l'autre. Pas vraiment. Et dans ce cas-là, le pronostic n'est pas bon, quoi, parce que les gens vont rechuter, avec notamment des atteintes cardiaques qui engainent le cœur, les artères pulmonaires, et ça se finit mal généralement. Donc non, on n'a pas d'immunosuppresseurs dans les conventionnels, je veux dire. Si Ben Mimoun. Merci Patrice pour cette présentation. Moi, dans la continuité du professeur Kabli, est-ce que l'imatinib, il y a une expérience avec parce que c'est un peu plus accessible dans ces cas-là? La réalité, c'est que la deuxième ligne là, qui est marquée sur la diapo, c'est à chaque fois des petites séries. 3 malades, 4 malades. Donc il y a des séries comme ça, des petites séries qui montrent le bénéfice de l'imatinib, de l'infliximab ou même du métaux. Donc il y a des case reports, tu vois, 3, 4 malades. Mais il n'y a pas de grande série. Et donc, encore une fois, on les garde en rescue, quoi, en deuxième ligne. Mais il n'y a pas d'étude contrôlée qui ait montré un bénéfice. Donc, je ne suis pas sûr que demain, il y aura d'études contrôlées dans cette maladie, vu la rareté. Mais tu vois, il n'y a pas... Et encore une fois, le concept de la stratégie thérapeutique repose sur la physiopathologie. Or, les traitements conventionnels, tu vois, le mécanisme sur la voie MAP kinase et ERK de l'imatinib, bon, certes, mais encore une fois, c'est utilisé. Hein. Et au tout début, moi je me rappelle à la Pitié, au début on a fait de l'interféron alpha, puis du paguinterféron, puis des tinib, puis on est passé sur les molécules ciblées. Donc pendant des années, on a utilisé comme ces molécules. Et ça marchait partiellement, oui. Alors il y a une question là. Voilà. Alors, merci pour cette intervention. Alors, moi je suis dermatologue et bon, je reviens un petit peu à la clinique. Et la question que je me pose, est-ce que le xanthelasma peut être un signe révélateur de cette maladie? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rendre comme dermatologue, on a souvent l'occasion de voir des consultations pour xanthelasma. Mais c'est-à-dire... Et comme on a la chance d'avoir un expert dermatologue parisien à votre droite, on va lui donner le micro. Il va vous répondre. Entre dermatologues. Merci, d'autant que c'est notre équipe qui a... Donc, Dr Barrett, qui est dermatologue à la Pitié. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, d'autant qu'effectivement, on a été les premiers à décrire les manifestations cutanées de Lerner-Chester. Donc, effectivement, xanthelasma, 25% des patients, souvent très accessible à la biopsie cutanée, qui est très informative à la fois par l'infiltrat qu'on a, tout à fait caractéristique par rapport à un xanthelasma classique. On l'appelle même pseudo-xanthelasma plutôt que xanthelasma en tant que tel. Et surtout, ce que ça apporte, c'est qu'on peut faire directement dessus la recherche de la mutation BRAF dont vient de parler Patrice, et à moindre frais, je dirais, par rapport à une biopsie beaucoup plus profonde, périartique, etc. Donc, tout patient qui a un xanthelasma dans un cadre évidemment décrit par Patrice est intéressant à biopsier, à la fois pour avoir en immunohistochimie la mutation B600E, ou bien en biologie moléculaire aussi, la retrouver par une autre technique. Et là, c'est extrêmement informatif parce que c'est presque 100% des patients qui vont avoir cette détection. Donc, c'est très important. Donc, Stéphane, garde le micro une seconde, parce que la question sur la question, c'est xanthelasma, c'est un truc assez fréquent. Oui. D'accord. Qui est plutôt lié aux dyslipidémies et au syndrome métabolique, généralement, que au Erdheim. Donc, il y a 500 millions, que je dis, plusieurs milliards de gens qui ont de l'athérome sur Terre, et tu en as 500 qui ont le Erdheim. Et donc, la question pour le champion que tu es, c'est qui je biopsie, qui je biopsie pas. N'est-ce pas? Ah, exactement. C'est-à-dire, c'est exactement celle-là. Alors, déjà, effectivement, les patients qui ont Erdheim sont habituellement, d'ailleurs, ça a été montré, n'ont pas de dyslipidémie déjà. Donc, ça les classe déjà plus d'un côté un peu plus exceptionnel de l'aspect du xanthelasma. Donc, ça aide un peu. Et sur l'aspect histologique, il y a un pattern particulier dans le pseudo-xanthelasma de Lerner-Chester qui est différent du pattern du xanthelasma dyslipidémique. Ensuite, bien sûr, tout xanthelasma qui arrive chez le dermatologue, hors tout, bah, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire et dire là c'est un Erdheim, et là on ne peut pas le savoir cliniquement. Et on a besoin des autres manifestations pour le coup extra-cutanées à rechercher peut-être, à poser quelques questions pour pouvoir débrouiller les choses. M. Mskani et M. Mouhten.
Patrice. Moi, je veux bien le micro, moi. Quel est l'apport de la biologie tout court? Pas La la biologie biologie moléculaire. C'est-à-dire, est-ce que c'est une maladie très inflammatoire? Ah oui, ouais, ok, il y a un peu d'inflammation, la CRP monte très bien, comme d'habitude. Mais c'est tout. À part le fait qu'ils ne sont pas dyslipidémiques et qu'il faut la créatinine pour être sûr qu'ils n'ont pas l'insuffisance rénale à cause de l'engagement des urtères, mais sinon, tu vois, il n'y a pas de marqueur auto-immun. Mais là, en l'occurrence, le marqueur, c'est cellulaire, c'est l'histologie, et puis de la biologie moléculaire pour la clonalité. C'est la version moderne, quoi. Et pour l'inflammation, oui, la CRP, mais c'est un marqueur non spécifique. Professeur Marathan. Oui, je rebondis sur la question de Fabili. Est-ce qu'il y a eu des associations de thérapeutiques avant les anti-BRAF, disons de médicaments de protéines, quand il y a des résistances Alors, d'abord, c'est amusant parce que je vous ai expliqué qu'il y a des progrès mais considérables qui ont été faits en quelques années, notamment par les équipes françaises quand même, pour cette maladie, pas que, guidées par la biologie moléculaire. Okay. Mais on a traité ces malades pendant des années sans biologie moléculaire, encore une fois, avec des résultats qui étaient un peu imparfaits, quoi. C'est une maladie rare, rarissime. Quand tu n'as pas la mutation, tu fais ce que tu peux. Et ce que tu peux, c'est que tu vas faire des combinaisons. Et même des combinaisons de, éventuellement, tinib plus autre chose, tu fais des combinaisons. Donc on est en espèce de rescue, parce qu'on n'a pas d'autres stratégies, tu vois, parfaitement performantes. Donc oui, il y a des combinaisons qui ont été rapportées. Alors des BRAF ensemble, je n'ai pas ça en tête. Mais pourquoi pas? Non, nous on a un petit peu, comment dire, refroidi pour les BRAF inhibiteurs, parce qu'on a rapporté, nous, la découverte d'une poussée de vascularité systémique, de novo, chez un patient qui avait un DIME, une mutation BRAF, qui a eu du vemurafenib, et sous vemurafenib, il a sorti une vascularite systémique. On a publié avec Adrien Mirouz il y a quelques années. Il y a quelques reports dans la littérature de vascularite sous BRAF inhibiteur. Bon, ben c'est juste... tu as déjà une maladie rare que tu as du mal à traiter, tu mets un médicament ciblé, tu sors une autre maladie rare. Donc voilà. Mais oui, les combinaisons, pourquoi pas? Moi, Très bien. Donc, dernière question, Simaël Aïnen. Merci Patrick. Je vais retourner sur le problème du diagnostic. Parce qu'il faut une biopsie pour avoir les marqueurs et pour avoir les mutations des signalisations intracellulaires. Est-ce que pour la biopsie, surtout au niveau aortique, c'est les radiologues, radiocardio, c'est un service de cardiovasculaire? Nous, c'est les radiologues. C'est les radiologues vasculaires qui font ça, nous, à la Pitié. On les confie aux radiologues vasculaires, qui ont l'habitude de faire ça. Et alors, ils nous disent, de toute façon, je peux pas, quoi. C'est en fonction de la proximité. En fait, il y a deux caractéristiques. C'est l'importance de l'épaisseur en scanner, parce que plus épais, plus c'est facile. De la distance par rapport à la paroi de l'aorte. Là, on a vu un patient, par exemple, qui est un des assistants en début de semaine dernière, où il y a un aspect de pseudo-fibrose rétropérinéale, tu vois, donc qui engaine l'aorte abdominale. Et le radiologue a dit, non, j'y vais pas, c'est trop dangereux, je le sens pas, quoi. Je pense que c'est trop dangereux d'y aller. Donc, on va essayer de trouver un autre site pour biopsier. Et j'ai demandé qu'on refasse, parce que la patiente en question a eu un PET scanner, mais le PET scanner, il s'est arrêté au bassin, donc on ne voit pas les os longs. Donc j'ai dit qu'on refasse un PET pour voir les os longs. Bref, on va essayer de chercher ailleurs la preuve diagnostique. Mais c'est les radiologues vasculaires. Après, dans chaque centre, tu as généralement un spécialiste qui est habitué à faire des biopsies un peu touchy, là, comme ça, et il faut demander à celui-là. Mais nous, c'est les radiovasculaires.